Ceux qui changent de mentalité sont ceux qui progressent. Et ça, c'est une question importante. Et je pense que ce changement de mentalité, il est en train de se faire. Et en Inde, dans la nouvelle loi sur les entreprises, il est dit que l'on recommande aux entreprises de mettre 2% des profits à la disposition de la responsabilité sociale d'entreprise. Et je pense que c'est une excellente chose. Je félicite les bureaucrates qui ont passé cette loi. Ils voulaient que ça soit obligatoire, mais il y a eu des pressions de la part de beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est devenu une simple recommandation. Mais néanmoins, je pense que c'est un bon pas en avant. Nous dépensons aujourd'hui 1% de nos bénéfices nets tous les ans pour des activités de responsabilité sociale d'entreprise. Par exemple, notre fondation se consacre aux besoins essentiels des plus pauvres. Nous avons construit des bibliothèques, des hôpitaux. Nous accordons des bourses à beaucoup de jeunes dans les zones rurales de l'Inde. Nous avons travaillé à la réhabilitation des prostituées, etc. Nous faisons beaucoup de ces choses tout simplement parce que la direction supérieure de l'entreprise ressent le besoin de faire quelque chose de valable. Et c'est comme ça que les choses se passent. Voilà, si on vous écoute, on a l'impression que les entreprises des pays émergents font presque mieux que les entreprises des pays développés. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que l'on peut apprendre de tous et de tout le monde. Je ne pense pas qu'il faut faire la différence entre les pays émergents ou développés. Je pense qu'il y a des gens qui font mieux que ce que je fais et je tire les leçons de leur activité. Et dans la mesure où des entreprises dans le monde entier ont cette attitude, nous pourrons tirer les leçons de ceux qui sont les pionniers, qui ont une longueur d'avance sur les autres, et je pense qu'ainsi nous progresserons tous. L'une des choses qui, à mon avis, fera pression sur les entreprises, c'est la question de la réputation. Et maintenant que nous avons ces standards communs et les principes directeurs de Rogge, je pense que les groupes qui défendent les droits de l'homme vont examiner de plus près les rapports sur la durabilité des entreprises, regarderont si les principes de Rogge sont appliqués. Et il ne s'agira pas forcément de mettre au pilori ceux qui ne font pas ce qu'il faut, mais c'est une question de réputation qui se pose pour les entreprises dans le domaine des droits de l'homme. Et les entreprises qui ont de longues chaînes d'approvisionnement auront un réel problème lorsqu'il s'agira d'impliquer les standards, parce que plus le produit est bon marché, plus il y a de probabilités qu'il y a des abus le long de la chaîne. Et je crois que c'est important pour des entreprises, notamment de grandes entreprises telles que Hewlett-Packard, Coca-Cola, etc. De telles entreprises voulaient se sentir à l'aise par rapport aux droits de l'homme. Et ceci a joué un rôle important parce qu'il y a 3 ans, il y a eu une petite usine en Inde qui était une espèce d'atelier d'exploitation et les journalistes sont venus filmer cela. Et ensuite, ils ont constaté, les entreprises qui s'y fournissaient ont constaté que certains de leurs produits étaient produits ainsi de façon non équitable. Et ceci a été très bien géré, car l'entreprise a dit à ce moment-là, lorsque nous avons adopté nos règles de responsabilité d'entreprise, nous avons dit que ce qui nous préoccupait, c'est que c'était très difficile de réguler toute la chaîne d'approvisionnement. Nous ne savons pas toujours ce que font nos fournisseurs. Nous ne savions pas que cette entreprise
nous fournissait. Et lorsque nous l'avons constaté, nous avons abandonné le produit, mais nous n'avons pas voulu détruire l'entreprise parce qu'il y avait des emplois à la clé, mais nous sommes allés vers l'entreprise et nous avons voulu régler le problème car c'était notre responsabilité d'entreprise. Nous nous sommes donc immédiatement préoccupés de la question. Et ça aussi, ça montre que c'est dans l'intérêt des entreprises d'avoir de bonnes pratiques, d'être vigilants et de vouloir être respecté en tant qu'entreprise, parce que c'est ainsi que l'on peut éviter les pièges qui peuvent nuire à la réputation de l'entreprise. Oui, en tant que président du comité de la durabilité de l'entreprise, je peux dire que beaucoup de choses que nous faisons sont importantes. Par exemple, nous accordons des prêts à des personnes qui font avancer la durabilité. Nous avons des milliers et des milliers de clients qui travaillent dans le domaine des carburants alternatifs, de la durabilité environnementale, etc. Et nous nous leur accordons d'énormes crédits, 35% de ce que nous prêtons. Et tous les ans, nos activités pour la durabilité sont auditées par une entreprise respectée. Et nous utilisons à cet effet les standards internationaux de durabilité. Nous mesurons l'empreinte carbonique tous les ans, et tous les ans, nous avons pour objectif de réduire cela de 10%. Nous avons dit que nous voulions réduire par employé la consommation d'énergie électrique d'1 mégawatt par an. Et je pense que tout cela, ce sont des initiatives fantastiques et cela attire beaucoup d'attention. Et donc, je pense que beaucoup de bonnes choses sont en train de se passer dans le monde grâce aux efforts de Madame la Présidente et d'autres qui travaillent dans ce domaine. Donc, peut-être que maintenant, nous pouvons nous tourner vers l'assistance. Y a-t-il des questions dans le public? Je suis Walter Stadler, Washington. Au début de ses remarques, le président a mentionné les millions et les milliards à la base de la pyramide. Et l'une des raisons pourquoi il en est ainsi, c'est qu'il y a des enfants qui, jeunes, n'ont jamais eu la possibilité de la part de leurs parents de démarrer correctement leur carrière scolaire. Et ceux qui ont été encouragés par leurs parents en ont profité tout au long de leur vie, ont gagné beaucoup de confiance en eux-mêmes et ont mieux réussi dans la vie. Et c'est exactement le contraire de ceux qui n'ont pas été encouragés et favorisés. Et je crois que les entreprises pourraient encourager les parents à démarrer le processus d'instruction de leurs enfants, la lecture, l'alphabétisation, etc. Tout d'abord parmi leur propre personnel et ensuite se tourner vers la communauté dans son ensemble. Ça n'est pas seulement une situation win-win, mais une situation win-win-win, car cela est au profit des jeunes enfants qui commencent leur vie avec davantage d'assurance, davantage compétitif. Et cela, bien entendu, est également à l'avantage des parents, car les parents également peuvent s'enorgueillir de favoriser la bonne éducation de leurs enfants. Et c'est également à l'avantage de la communauté et des entreprises qui ont ainsi une meilleure réputation et qui fidélisent également leur personnel et sont respectés par la communauté. Il me semble que cette capacité de lire et d'écrire ou d'utiliser des instruments électroniques, c'est un droit de l'homme et c'est une question de dignité humaine également. Et je pense que lancer ce type de processus, c'est tout à fait essentiel. Et je crois que les gouvernements également ont un rôle à jouer dans ce contexte, car ils peuvent lancer des incitations pour encourager les entreprises
à se lancer dans ce type d'activité. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce genre de processus. Eh bien, je voudrais dire quelques mots sur ce qui est fait par certaines entreprises en Inde dans le domaine que vous venez de mentionner. Il y a là deux questions. D'une part, il s'agit d'aider les enfants à atteindre l'alphabétisation informatique. Deuxièmement, aider les enfants à apprendre avant même leur scolarisation. Et c'est très important dans certains pays émergents également, aider les enfants à aller à l'école. La première question, c'est les aptitudes informatiques pour les enfants. Des expériences ont été lancées en Inde intitulées Un trou dans le mur. Et l'une des entreprises en Inde a fait un trou dans un mur et y a mis un moniteur, un écran informatique. Et c'était au milieu d'un village et ils ont demandé aux volontaires d'observer de loin ce qui se passe. Le premier jour, aucun enfant ne s'est approché de ce terminal informatique. Il y avait également un clavier et au bout de quelques jours, les enfants sont venus, ont commencé à tapoter sur le clavier. Ces enfants, au départ, ne connaissaient pas un mot d'anglais, mais en l'espace de 15 jours, sans aucun enseignement, ces enfants ont appris à dessiner sur l'écran. Certains ont même appris à utiliser Microsoft Word. Et ils ont appris tout ça tout seuls, simplement en raison de leur propre curiosité, de leur esprit d'innovation. Par exemple, ma propre entreprise distribue gratuitement environ 6 000 ordinateurs à des écoles en Inde. Nous faisons cela depuis une dizaine d'années, donc ça fait environ 60 000 ordinateurs qui ont été distribués. Nous avons également fourni des ordinateurs à des villages qui donnent des cours mobiles aux enfants et les encouragent à apprendre.